nous avons emménagé dans le nouveau bâtiment, nous avons changé les transparents qui sont au fond. En fait, voilà, l'historique, en fait, on va faire présentation en deux étapes. Historique de la gestion pour l'énergie en hiver et en été, parce que les deux sont un peu antinomiques à certains moments. Dans l'ancien bâtiment, c'était un bâtiment de 500 mètres carrés qui datait de 1994, dans lequel nous avions un chauffage au fioul et une consommation de 1000 litres pour ces 500 mètres carrés. Et avec un certain nombre de déperditions de chaleur qui faisaient qu'on mettait des cloisons temporaires ou assez fines entre certaines parties de l'atelier. Le bâtiment dans lequel nous avons emménagé, c'est 1450-1500 mètres carrés, dans un bâtiment qui datait de 1987, dans lequel nous n'avions aucun chauffage. C'est-à-dire que les anciens locataires, fonction de la température été-hiver, c'était comme c'était. Nous avons une porte sectionnelle d'origine, une porte d'atelier qui est clairement non étanche et non étanche à la température et au vent, et des fenêtres bureaux d'atelier qui sont en double vitrage, mais qui font office de radiateur en été, et un toit de couleur foncée. Lorsque nous avons emménagé dans les bâtiments, nous avons voulu faire ça en plusieurs temps, parce que chaque série ou chaque étape que l'on veut faire coûte un montant non négligeable, mais il nous fallait absolument un chauffage en hiver. Et il nous fallait une certaine aussi un certain confort pour les employés, c'est-à-dire qu'on puisse voir ce qu'on fait. Donc les trois premières choses qui ont été faites, qui sont liées aussi à l'énergie, où on s'est posé la question de mettre un chauffage, et quel chauffage. On s'est posé la question avec mon associé qui est aussi mon épouse ou ma pax, pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre comme chauffage, et on s'est dit on ne voulait pas mettre de fioul parce que c'était une hérésie. On ne voulait pas mettre d'électricité pour les mêmes raisons, parce que c'est soit du nucléaire, soit du gaz, soit du fioul, soit du charbon. Donc ça, on n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On ne voulait pas mettre de gaz parce qu'on ne voulait pas mettre une énergie fossile. Donc il nous restait que le bois. Et le bois, on s'est rapproché ça s'est bien fait, puisqu'on s'est rapproché d'un de nos voisins qui est plombier chauffagiste, pour mettre une chaudière au bois, pour lequel il nous a été conseillé par un cabinet extérieur de mettre un chauffage de 150 kW. Et pour lequel, en fait, aujourd'hui, nous avons une consommation de 6-7 tonnes de granules par an. C'est posé aussi la question à un moment donné, lors de cette installation, de mettre soit du granule, soit de la plaquette de bois. Et la problématique que l'on avait avec la plaquette de bois, c'est que le bâtiment n'était pas tout à fait fait pour, et donc on avait un surcoût qui était de l'ordre de 10 000 euros. Le coût de l'installation du chauffage au bois, ce qu'on verra dans le slide d'après, on va en parler un peu plus, c'est 85 000 euros. La deuxième chose avant d'aller vers ça, la deuxième chose que l'on a changé, c'est que l'ancien propriétaire, tous les éclairages étaient en tube cathodique, en tube néon. Donc quand on est rentré dans le bâtiment, avant même qu'on ait quelques machines que ce soit, on a tout basculé en éclairage LED. On ne voulait pas trop consommer d'électricité, donc le but c'était consommer moins. Et aussi, parce que le néon amène de la chaleur, avoir le moins d'apport de chaleur en été. Donc il y avait double envie au niveau de ces lumières, c'est consommer moins et apporter moins de chaleur. Voilà.
On avait en tête aussi, quand on a fait l'état de lieu, de changer un certain nombre de choses. Donc, comme je vous dis, la porte sectionnelle, la porte d'atelier, les fenêtres de bureau et les toits. Mettre en couleur blanche. Ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est les éclairages LED, le chauffage au granule. On a fait la moitié du toit pour voir un peu quel était l'impact. Et l'impact est intéressant en été, moins en hiver parce qu'on a moins d'apport, mais c'est un choix. Il faut limiter les apports en été et les maximiser en hiver. Les deux sont un peu antinomiques. Et la porte d'atelier et porte sectionnelle seront faits cette année, au bout de 5 ans dans l'atelier pour des raisons financières, et on changera les fenêtres des bureaux l'année prochaine. Si on veut revenir sur le chauffage au bois, qui est le slide d'après, on a fait une installation neuve en 2018. Le prix de l'installation qui est sans subvention, puisque nous n'avions pas de chauffage avant. Et en 2018, pour avoir droit à des subventions, il fallait qu'il y ait un chauffage dans le bâtiment. C'est 85 000 € pour une installation complète avec des soufflants, 4 gros soufflants pour chauffer l'atelier, une grosse chaudière au bois, si vous voulez mettre en route, enfin si ça va bien. Voilà, là on voit les soufflants, là on voit la chaudière, donc 150 kW. Derrière sur ce slide, on voit un ballon d'eau chaude. En fait, la chaudière chauffe un ballon d'eau chaude et c'est le ballon d'eau chaude qui chauffe l'atelier par l'intermédiaire des 4 gros soufflants. Là, on voit l'installation arrière. Ce que l'on ne voit pas là, c'est le stockage, qui est un stockage d'une capacité de 8 tonnes de granules qu'on remplit une fois par an. Voilà. Voilà. Cette installation, en fait, a été très intéressante l'année dernière. Enfin, à l'origine aussi, pourquoi le bois? C'est qu'on commençait à avoir des augmentations de tarifs de toutes les énergies, même le bois, mais ça nous paraissait le plus écologique, et même si au départ, l'installation était bien plus chère. Mais on savait que l'électricité allait augmenter, c'était de toute façon dans l'esprit du temps, que le gaz allait augmenter, que tout allait augmenter, ce qui nous a été confirmé quand on voit les courbes à droite, qui sont les courbes à fin d'année dernière, où on voit que le gaz a monté, que le fuel a monté, que tout a monté, sauf l'électricité, puisque c'est des courbes de tarifs réglementés. Donc tout ce qui n'est pas réglementé a quasiment doublé de prix. Ce qui est réglementé aurait dû, mais n'a pas été fait parce que ça a été subventionné. Voilà. La consommation que l'on a aujourd'hui à l'année, c'est 7 tonnes de granules qui sont passées de 250 € la tonne à 500 € la tonne l'année dernière. Et nous n'avons pas encore fait le réappro en granules. On verra bien à quel prix on sera cette année. Mais normalement, ça devrait être moins que l'année dernière. Donc, ce qui fait un chauffage d'un atelier de 1500 m² en termes de granules à, on va dire, 3500 € l'année dernière, mais 1800, 2000 € l'année d'avant. Ce qui n'est pas grand-chose. Donc, d'un point de vue économique, en plus, c'est intéressant une fois qu'on a payé la chaudière. Voilà. La suite, le slide suivant, en fait, c'est l'historique de la gestion d'énergie qu'on a fait pour l'été. Donc, on était dans un ancien bâtiment où on avait des éclairages en néon, des portes non étanches à l'air. Donc, en été, c'était pas mal. C'est l'inverse, c'est plus intéressant. Mais on avait des températures dans l'atelier qui étaient supérieures à 35 degrés, ce qui, par rapport à notre métier, n'est pas le mieux en été. Donc, quand on est arrivé dans le nouveau bâtiment, on avait des éclairages néons, on avait des toits couleur foncée, on avait des translucides au fond de l'atelier qui étaient très foncés. Donc, pour des questions de confort des opérateurs, au fond de l'atelier, on a mis des translucides très transparents, ce qui pose un souci en
en été, puisque ça chauffe. On a des fenêtres bureaux d'origine qui nous chauffent en été, qui nous chauffent aussi en hiver, mais c'est pas le but. Et un toit couleur foncé qui nous chauffait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a nos machines-outils qui nous chauffent l'atelier d'un côté, donc ça, pour l'instant, on n'a pas géré ça. On a des températures qui sont supérieures à 30 degrés, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure chose. Ce qu'on a fait pour améliorer ça, on est passé en éclairage LED dès le départ pour limiter ces apports-là. On va changer les fenêtres de bureau l'année prochaine pour limiter les apports dans les bureaux. On a fait un demi-toit en couleur blanche en 2021, comme je vous disais, ce qui limite les apports en été, mais les limite aussi en hiver. Et on va faire l'autre moitié l'année prochaine. Les translucides changés en 2018 pour des translucides quasiment transparents nous posent un souci parce que ça chauffe beaucoup. Donc ce que l'on a essayé de cette année et qui marche bien, c'est une peinture au blanc de Meudon qui opacifie un certain temps, mais qui aux premières pluies part. Donc on sait qu'on devra monter sur le toit pour remettre du blanc de Meudon régulièrement, mais c'est un compromis entre le fait de voir quelque chose en hiver et le fait de ne pas avoir trop de chaleur en été. Voilà. Et ce que l'on voudrait faire en 2025, c'est 2024 ou 2025, c'est une gestion de la ventilation, c'est-à-dire utiliser augmenter les apports la nuit, mais les apports de frais pour pouvoir limiter la chaleur le jour. Et pouvoir extraire la chaleur en journée. Donc, le but, c'est de faire ça. L'année prochaine ou dans 2 ans. Des filtres anti-UV pour les translucides, j'y ai pas pensé. Merci l'idée. Pour les fenêtres de bureau, on y a pensé, on les a mis et c'est pas mal. Mais quand on les a mis, ils sont aussi plus foncés. Donc on veut aussi limiter garder l'effet des translucides qui sont très transparents en hiver. Donc ouais, à réfléchir. C'est pas mal. L'idée est bonne. Voilà. Là, je sais pas, voilà. Et bon, comme on disait, les prochaines étapes, c'est la peinture de la deuxième moitié du toit en blanc, c'est changer les fenêtres des bureaux et c'est optimiser les flux d'air dans l'atelier. Ce qu'on voudrait faire aussi au niveau énergétique, mais c'est pas que lié à ça, c'est rajouter des panneaux solaires. Alors on voudrait mettre des ombrières parce que les rendements sont bien plus importants et qu'on n'aurait pas de souci d'assurance. Mais on n'a pas encore contacté les gens pour savoir si on pourrait mettre des ombrières ou pas. Et donc, on voudrait mettre des panneaux solaires 2024 ou 2025. Voilà. Donc, comme on disait, limiter les apports en été et les maximiser en hiver. Et limiter les apports de chaleur en été et maximiser les apports de fraîcheur. Et le problème, c'est qu'en hiver, c'est l'inverse. Donc, c'est un peu antinomique dans une gestion d'atelier. Tout en étant le plus écologique possible, c'est-à-dire en limitant les apports liés à une clim en été. On voudrait éviter la clim en été. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Guéret. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On va pouvoir enchaîner. De toute façon, on aura un autre temps de questions-réponses. Ce que je disais, on aura un autre temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, vous pourrez le refaire en fin de webinaire. On va passer du coup à la présentation de Coolroof avec Monsieur Asquette.
Monsieur Asquette, on ne vous voit pas très bien, je pense qu'il y a, mais on vous entend. J'ai l'impression qu'on vous entend Oui, bien. Oui, on vous OK, entend. bah, Je c'est vous peut-être laisse le présenter. principal alors. Donc bonjour, François Asquette, je suis responsable commercial de la société Coolroof France. Donc la société Coolroof France est une société, 100 bretonne qui existe depuis 2015, qui a été fondée par 3 associés. Une personne qui travaillait dans la grande distribution, une personne qui travaillait dans le milieu du froid et une personne qui travaillait dans le milieu du confort électrique. Donc la problématique, venait du centre Leclerc de Quimper, sur lequel il y avait 2 problématiques principales. C'était l'étanchéité de la toiture et la surconsommation des groupes froids, puisqu'on faut se remettre, 10 ans en arrière. Le centre Leclerc de Quimper était précurseur puisqu'il avait déjà fait, sa mise aux normes avec toutes les LED en intérieur et il s'attaquait déjà à ces consommations d'électricité, principalement le groupe froid et la climatisation qui représentent 50 de ces consommations. Donc pour refaire un petit point d'abord sur je dirais la problématique de toute entreprise, vous avez le rayonnement du soleil. Il y a trois aspects dans le spectre solaire. Vous avez des ultraviolets. Donc les ultraviolets, c'est la lumière froide, ça ne chauffe pas, ça décolore. Vous avez de la lumière qui, dès que vous avez la lumière du jour, vous avez de l'apport de chaleur. Et vous avez surtout les infrarouges qui sont responsables de toute la surchauffe que l'on a, je dirais, sur les bâtiments. Parce que vous avez, je dirais, un phénomène d'absorption qui se passe dès que vous avez, je dirais, la lumière du soleil qui apparaît. Donc l'absorption, il faut imaginer que tout objet présent sur la Terre, à partir du moment où il ne renvoie pas d'énergie, il absorbe l'énergie et forcément, il la dispatche donc à l'intérieur d'un bâtiment, où il la renvoie légèrement autour du bâtiment. Donc c'est ce qu'on va voir sur peut-être la deuxième slide. Donc voici je dirais les principales problématiques. Donc quand je pars sur la droite, dans l'entreprise, vous allez avoir, je dirais, le premier ressenti, c'est l'élévation de température à l'intérieur du bâtiment. Donc ça provoque, je dirais, une difficulté pour les personnes qui vont travailler dans des environnements surchauffés. Vous aurez également de la perte de marchandises ou des ruptures de process quand vous êtes impacté par la chaleur. À l'extérieur, donc là je pars sur la gauche, vous allez avoir donc l'absorption d'énergie qui va se faire au-dessus du bâtiment. Donc on parle d'écosystème toiture. Et à partir du moment où vous avez de l'énergie qui est absorbée, on va avoir une problématique de chaleur à l'intérieur du bâtiment et d'évacuation vers l'extérieur. Et à l'extérieur du bâtiment, vous allez retrouver toutes vos problématiques de CVC, donc les climatisations, les groupes froids qui fonctionnent dans cet environnement qui est surchauffé. Et la problématique, c'est que vos bâtiments ont été principalement conçus dans les années 80, quand on avait une vague de chaleur tous les 5 ans ou 10 ans, alors que depuis les années 2000, on a une vague de chaleur qui se produit 1 fois à 2 fois par an. Et on a un impact sur la durée de ces périodes de chaleur et de l'intensité. Et tous les appareillages qui ont été conçus dans les années 80 sont faits pour fonctionner dans des plages d'utilisation de 35 à 40 degrés. Et ce qui était valable dans les années 80 n'est malheureusement plus valable aujourd'hui dans les années 2020, puisque vos appareils CVC vont subir la forte chaleur et la montée en température au niveau des toitures. Donc ça provoque une problématique bien particulière, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. C'est qu'au-dessus du toit, vous avez un volume d'air qui monte en pression, qui monte en température et en volume, et qui va se communiquer de bâtiment à bâtiment. Et forcément, plus vous avez de bâtiments qui vont émettre de la chaleur en toiture, plus vous allez faire grossir ce nuage et le dispatcher de bâtiment à bâtiment et de ville en ville. On commence à avoir des îlots de chaleur urbains qui peuvent être très préoccupants sur certaines villes comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, où on a une grosse densité de bâtiments. Sur la suivante. Donc là, je vais passer un peu plus de temps sur cette slide parce que c'est là où vous devez comprendre comment ça fonctionne. C'est que si on regarde le bâtiment de gauche, on a une toiture qui est de couleur foncée, qui représente 90% des toitures des bâtiments. Cette toiture, elle absorbe l'énergie des infrarouges. Donc, elle monte en température
En plein été, vous allez avoir 70 à 80 degrés. Cette toiture va se dilater, elle va vieillir mécaniquement, elle va se dilater. Et une fois qu'elle a absorbé l'énergie, elle va forcément la redispatcher en deux sens. Donc, le premier, celui que vous connaissez le plus, que vous appréhendez le plus facilement, c'est de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Vous allez avoir une élévation de température qui va se faire en fonction de la résistance thermique de votre toiture, entre 7 et 12 degrés en sous-face. Et au volume global du bâtiment, vous allez avoir une élévation de température entre 3 et 7 degrés. Ça, c'est ce qui va provoquer de l'inconfort pour vos salariés, c'est ce qui va provoquer de la casse-machine à l'intérieur, ce qui va provoquer toute une chaîne qui va aller vers l'inconfort. Donc, généralement, si vous êtes climatisé, vous allez à ce moment-là actionner la climatisation pour baisser la température. Au-dessus du bâtiment, vous avez un deuxième axe qui est peut-être moins connu, sauf peut-être des techniciens de maintenance, c'est que l'absorption d'énergie en toiture, elle va monter et vous allez avoir une température au-dessus du bâtiment qui va être de l'ordre de 40 à 50 degrés. Et c'est là, quand je vous disais tout à l'heure que les CVC étaient prévus pour 35 à 40 degrés en termes de fonctionnement, à partir du moment où vous passez les 40 degrés, cet appareil, donc un rooftop, une climatisation, une CTA, donc qui va faire du retraitement d'air, elle va absorber de l'air qui va être trop chaud, elle va mouliner très, très fortement pour faire un air plus ou moins frais et vous allez avoir une surconsommation d'énergie à ce niveau-là pour un résultat qui va être de mauvaise qualité. Donc là, c'est cette problématique-là qu'on va traiter principalement. Donc nous, notre peinture, c'est une peinture qui est éco-responsable. On a intégré de la poudre de coquille d'huître à l'intérieur. On va peindre en 3 couches la toiture. Et à partir du moment où la toiture est peinte, on va commencer à avoir de la réflexion d'infrarouge. Au lieu d'avoir de l'absorption, on va renvoyer 90% des infrarouges vers l'extérieur. Et une fois que les infrarouges ne sont plus absorbés, on va déjà baisser en température au niveau de la toiture. Là où on avait 70 à 80 degrés, on va baisser entre 35 et 40 degrés maximum en été. Moins d'énergie absorbée, ça veut dire qu'on va moins dilater la toiture. Donc, mécaniquement, on va freiner le vieillissement de la toiture. Et ça, c'est intéressant pour les personnes qui gèrent l'immobilier d'entreprise, c'est que vous allez avoir des investissements de rénovation de toiture qui vont être décalés dans le temps. Donc, vous allez décaler vos CAPEX de l'ordre de 10 ans pour rénover une toiture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez envoyer moins d'énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous allez avoir une température d'ambiance qui va se rapprocher des 25 degrés beaucoup plus facilement, beaucoup plus fréquemment dans la saison. Donc, vous aurez moins besoin de faire appel à la climatisation. Vous aurez moins d'inconfort pour vos salariés. Vous aurez des process qui seront beaucoup plus faciles à réguler à l'intérieur du bâtiment. Et au-dessus du bâtiment, on va créer ce qu'on appelle un vortex. Vous allez avoir du vent qui va se déplacer et du vent qui va être à 35-40 degrés. Ce qui fait qu'on va retrouver des conditions optimales pour tous les appareillages CVC pour fonctionner en toiture. Donc, on ne va pas faire, je dirais, des petites économies. C'est vraiment de grosses économies, puisque vous allez avoir de l'ordre de 30 à 40% de baisse de consommation d'énergie, tout simplement parce que vos machines vont mieux fonctionner et vont être beaucoup plus efficaces et efficientes par rapport à votre besoin réel dans le bâtiment. On va passer sur la vidéo suivante. Sur la page suivante. Voilà. Donc nous, ce que l'on souhaite, en fait, c'est lutter contre les gaz à effet de serre et sur la bombe climatique des années à venir, parce qu'aujourd'hui, si une entreprise décide de climatiser son bâtiment, elle va intensifier, je dirais, les gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'on va avoir plus de consommation d'électricité, on va avoir plus de rejet de chaleur vers l'extérieur pour refroidir le bâtiment, ce qui est un non-sens écologique et économique aujourd'hui. À partir du moment où l'électricité a explosé, on a eu x3 à peu près sur beaucoup de clients en termes de coût d'énergie. Tant que l'énergie n'était pas chère, la climatisation, on l'utilisait de façon, je dirais, démesurée. Aujourd'hui, à partir du moment où l'électricité commence à être très, très chère, il faut trouver absolument des solutions, je dirais, pour lutter contre l'utilisation de la climatisation.
Et la peinture cool roof est une solution écologique et économique. On va passer sur la suivante. Donc, pour résumer un petit peu notre solution, donc elle est 100% bretonne, écologique. On est, je dirais, un acteur du recyclage parce qu'on utilise donc des coquilles d'huîtres qui sont présentes en très très grande quantité sur le Sker et sur l'île d'Oléron. On améliore de façon substantielle le fonctionnement des climatisations en réduisant, je dirais, leur consommation de 20 à 50% en moyenne. On n'a pas de changement, je dirais, important sur une toiture, puisqu'on est extrêmement light au niveau du poids de notre peinture. C'est moins d'1 kilo au mètre carré. Donc, structurellement, il n'y a pas besoin de faire de modification du bâtiment. Et notre peinture, elle est, je dirais, durable, puisqu'on a une protection extérieure, une couche de finition top coat qui nous permet de faire évoluer notre peinture sur 20 ans. Ce qui est intéressant pour, je dirais, les entreprises, c'est qu'on est la seule solution qui est reconnue pour l'ADEME. Donc, dans votre, je dirais, communication écologique, vous allez pouvoir, si vous peignez votre toiture, valoriser les mètres carrés en termes de bonus sur le CO2 que vous économisez et la non-pollution, je dirais, de la terre, hein. Vous êtes dans une phase écologique. Donc, on a, je dirais, une certification C2E pour tous les bâtiments qui vont être tertiaires, climatisés et qui reçoivent du public. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un bonus, mais il faut en gros être dans le commerce, grande distribution ou le bricolage principalement. Ce sont les surfaces qui sont concernées par notre peinture. Et on a un statut ESS qui est important, c'est qu'on reverse 10% ou on consacre 10% de nos gains à des opérations, je dirais, d'amélioration de l'habitat ou d'amélioration des conditions de vie de certaines personnes. Notamment, on l'a fait cette année sur Lyon, sur Marseille, et on l'a fait jusqu'à présent avec près de 30 000 mètres carrés au Sénégal. Et on passe sur la dernière slide. Donc là, c'est pour vous montrer, je dirais, les relevés de température que l'on fait, puisqu'on va monitorer nos sites en général, pour montrer le gain potentiel suite à la pose du cool roofing. Donc généralement, en extérieur, on a entre 30 et 35 degrés de gain au niveau du sol. En intérieur, si on prend par exemple ce bâtiment spécifique, on a 7,5 degrés de gain en intérieur, donc ce qui améliore considérablement la qualité de vie au travail des salariés. Ça se présente comment? C'est qu'aujourd'hui, on a réussi à diviser par 9 le nombre d'heures d'exposition au-delà de 25 degrés. 25 degrés, c'est la température de confort d'un bâtiment. Et à partir du moment où vous divisez par 9 le nombre de jours d'inconfort, eh ben, vous améliorez carrément la qualité de vie au travail de vos salariés. Et derrière, ça se traduit, puisque là, on était sur une surface de bricolage dans le sud-ouest, ça se traduit par 41% de baisse de consommation des climatisations. Donc, c'est vraiment l'amélioration, je dirais, du fonctionnement de tous les appareillages CVC en toiture. Donc, voilà pour la présentation de Cool Roof. Merci. On a quelques questions. Alors, la première question, c'est l'analyse pour le toit blanc. Quel est le gain de solution quand on part avec, donc, la toiture est déjà blanche? Alors, vous avez effectivement, généralement, on va peindre sur du bitume. Donc, on est sur du bitume noir, on est sur du bitume gris, bitume vert. Tout ce qui va être très foncé, on va avoir un gain, je dirais, très, très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous peignez sur un bac acier qui est blanc, le bac acier blanc, il renvoie aujourd'hui sur un bac acier neuf à peu près 65% d'infrarouge. La peinture cool roof, elle va renvoyer 90% d'infrarouge. Donc, on a un delta, je dirais, quasiment de 50% de gain, mais c'est également un support qui est émissif, la peinture cool roof. C'est-à-dire que la nuit, on va renvoyer, ou en fin d'après-midi, on va renvoyer naturellement des infrarouges.
ce qu'une toiture blanche, quand elle est neuve, ne peut pas faire. Mais cette peinture blanche, quand elle va prendre un peu d'années, elle va s'encrasser et va renvoyer de moins en moins d'infrarouge. Donc, à partir du moment où vous avez un toit blanc d'origine, vous allez avoir, je dirais, une décroissance de l'efficacité de cette peinture blanche naturelle. Alors que le cool roofing, pendant ces 10 premières années, à peu de choses près, on va garder la même efficacité de renvoi direct et d'émissivité du support. Donc, c'est ça la grosse différence, c'est la durée d'efficacité. C'est ce qu'on appelle le SRI, hein, c'est l'indice de réflectance solaire. Et avec une peinture cool roof, il est quasiment identique sur 10 années. Merci. On a une deuxième question. Est-ce que vous avez des retours d'expérience dans l'industrie chimique et des tenues à la corrosion de votre peinture? Alors effectivement, on a sur des toitures souvent des cheminées qui rejettent des produits corrosifs, beaucoup de peroxyde. Alors on va limiter, je dirais, à quelques mètres carrés, la zone qui va être très impactée. C'est vrai qu'un produit chimique sur n'importe quel produit, on va avoir une incidence et ça va le décolorer, ça va le grignoter au fur et à mesure. Notre peinture va également subir cet assaut. Alors, ça va être en fonction du produit qui va être rejeté plus ou moins rapide, mais ça va toujours se limiter à quelques mètres carrés autour de la cheminée. Et quand on fait un bâtiment, nous, on intervient sur des sites à partir de 1000 mètres carrés et jusqu'à 40 000 mètres carrés. Si on a 10 cheminées qui rejettent sur 10 mètres carrés, ça fait 100 mètres carrés. Si vous avez un bâtiment qui fait 1000 ou 2000 mètres carrés, ça représente une petite partie. Donc, effectivement, on va avoir, je dirais, une zone qui va être naturellement mangée par le produit chimique. Mais on résiste à certains produits chimiques grâce à notre top coat. Donc, c'est au cas par cas, on peut vous dire si vous aurez une toiture qui va rester blanche, une toiture qui va jaunir un petit peu en fonction du produit chimique, ou une toiture qui va carrément bouffer la peinture. Mais là, ces produits chimiques, généralement, on peut absolument rien faire et même les toitures sont impactées et sont mangées au fur et à mesure. Merci. Et on a une dernière question. Est-ce qu'on peut l'installer sur tous les types de revêtements de toit? Alors, on peut faire sur énormément de revêtements. Donc, les principaux, ça va être le bitume, le bac acier, l'ardoise, le zinc. On va faire également sur les polycarbonates avec un produit spécifique, donc qui est une peinture, toujours cool roof, mais qui est spécifique pour le support polycarbonate. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Monsieur Guéret, on va laisser passer une partie de la lumière, mais on va rejeter 50% des infrarouges. Donc, on va être un petit peu moins performant sur du polycarbonate, par exemple, que sur de la toiture pure, mais c'est un souhait parce qu'on veut laisser passer un peu de lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc, les seuls supports sur lesquels on ne va pas travailler aujourd'hui, c'est le PDM, c'est une base plastifiée, et le PVC pur, parce qu'on a des problèmes d'accrochage dans le temps. Ça fonctionne aujourd'hui, on est en train de faire des tests. On fonctionne facilement sur 5 ans, mais au-delà, on commence à avoir des problématiques d'accroche. Donc, on est en train de chercher un après, donc un primaire d'accrochage qui soit spécifique et qui dure dans le temps. Ok. Et il y a une question qui est arrivée. 600 mètres carrés, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous avez une surface minimum pour intervenir ou... Alors effectivement, en fonction des zones d'intervention, ce que je disais, on intervient à partir de 1000 mètres carrés, mais on fait des tests, je dirais, avec certains clients sur des surfaces qui sont beaucoup plus petites pour valider le process, pour valider, je dirais, les relevés de température intérieure. Et ce qui nous permet, alors on peut faire des toitures de 400, 500, 600 mètres carrés, on n'a pas de contrainte par rapport à ça. Et ça nous permet derrière, quand on a validé le test avec le client, de le déployer au niveau national sur une enseigne, sur un réseau. Et c'est ça qui est intéressant. On met énormément je dirais, de passion dans le développement des petites surfaces à partir du moment où ça nous permet, je dirais, de développer ultérieurement notre business également. Ok. Est-ce que vous réalisez le montage des dossiers C2E vous-même?
Alors oui, on travaille avec la CIPLEC, qui est un mandataire spécifique de la grande distribution. Donc on fait le montage des dossiers principalement sur quelques enseignes, hein, de la grande distribution. Après, on travaille avec des partenariats où, si vous avez déjà un mandataire, on donne tous les éléments pour que votre dossier soit complet. Donc on vous aide à monter votre dossier. Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation, pour la réponse aux questions. Je pense qu'on a traité toutes les questions. Si vous en avez d'autres, pareil, en fin de webinaire, on pourra y revenir. Je vais laisser la parole à Monsieur Dehoug de Exocet pour nous présenter des solutions techniques qu'il est possible de mettre en place dans les ateliers. Je vous laisse la parole, Monsieur Dehoug. Merci Camille, bonjour tout le monde. Donc oui, on va essayer d'aborder un petit peu les différentes solutions et surtout on va essayer d'appréhender un peu les démarches à mettre en œuvre pour réduire donc les situations d'inconfort donc dans les ateliers on peut rencontrer. Donc si tu peux passer à la page suivante, s'il te plaît, Camille, merci. Donc, en gros, on va aborder donc quelques points. Bon, je vais vous présenter rapidement, me présenter et la société après. Un petit rappel de contexte. On va parler donc de thermique d'hiver, donc plutôt le côté confort d'hiver, donc le chauffage. Et après, on va parler thermique d'été, donc tout ce qui est climatisation, rafraîchissement donc des ateliers, avec quelques exemples de solutions. Donc, on va passer à la présentation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, moi, je m'appelle Yann Dehoug. Donc, je suis directeur du bureau d'études Exocet qui est basé donc à Guères, donc dans le Morbihan. On a 2 autres antennes donc dans l'ouest, donc à Kibava à côté de Brest et puis à Saint-Amelin donc à côté de Nantes. Avec aujourd'hui donc on est 12 personnes dans le bureau d'études à travailler sur 3 typologies d'activités, hein. Donc c'est tout ce qui est aide à la décision, donc audit énergétique, que ce soit bâtiment, industrie, études de faisabilité, donc technico-économique sur des solutions, soit d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. De la maîtrise d'œuvre, donc en gros sur tout ce qui concerne la thermique et le CVC, donc ça va être des fluides bâtiments, ça va être du process, ça va être tout ce qui est en industrie et aussi donc du réseau de chauffage urbain. Et des missions donc d'AMO, donc c'est plutôt des missions d'accompagnement, soit pour monter des projets, pour monter des marchés d'exploitation, des délégations de services publics, mais aussi on fait un peu de formation. Donc depuis 2021, donc on intègre donc un groupe qui s'appelle donc Best Energy, qui a un rayonnement un peu plus national avec des activités donc qui sont très similaires aux nôtres, avec un siège donc en région parisienne et donc des agences Centre, Normandie et Sud-Ouest. En partie bureau d'études, donc on a donc une quarantaine de personnes qui travaillent donc à la fois chez Exocet et Best Energy sur ces différents sujets. Et on a aussi une activité service que je vais passer très rapidement. Enfin, on intervient chez des grands comptes pour faire des missions très spécifiques de mise en service ou de commissioning. Donc voilà pour une présentation rapide donc d'Exocet. Et je dirais juste pour conclure qu'on a la chance de fêter nos 20 ans donc le mois prochain. Alors voilà, ça fait donc quelques années qu'on travaille sur ces différents sujets donc thermiques et énergétiques. Pour revenir sur le sujet donc qui nous intéresse aujourd'hui, quelques éléments de contexte, hein. La gestion de température donc dans un bâtiment industriel, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait se poser cette question. Donc tout d'abord, hein, donc c'est tout ce qui est confort donc pour le personnel, qu'on soit en été, en hiver. Alors, on sait tous, et dans nos métiers, c'est la même chose, c'est très compliqué quand même de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, le but, c'est quand même que ces opérateurs puissent travailler dans des conditions acceptables dans le quotidien, donc à leur poste de travail.
Mais il n'y a pas que le côté donc aspect personnel, hein, confort de la personne. Il y a aussi différentes contraintes qu'on peut retrouver sur les produits, que ce soit pour la conservation, par exemple, de matières premières ou de produits manufacturés, hein, que ce soit les matières premières que vous rentrez euh, pour votre process ou derrière le produit que vous avez, un produit qu'il faut stocker donc sur certaines plages de température, pas trop haute, pas trop basse. Ça peut aussi sur des contraintes, par exemple, de dilatation. Donc, on a les clients, par exemple, qui font de la mécanique de précision. Euh, où, voilà, on travaille sur des niveaux de précision inférieurs, donc au niveau du micron. Donc forcément, quand vous avez un élément qui subit une variation de température, bah, cet élément, en fait, bah, il se dilate, donc son volume augmente en fonction donc, de la température. Donc ça peut poser des problèmes donc, de qualité. On a aussi donc des fois des obligations normatives. Par exemple, quand vous êtes dans des menuiseries, on fait des opérations de collage, par exemple sur des lamellés collés. C'est des opérations qui doivent se faire à des niveaux de température ni trop basses ni trop élevés, hein, pour assurer donc la qualité des opérations. Donc il y a plusieurs aspects comme ça qui peuvent revenir, qui vont faire que ce soit en hiver ou en été, vous avez besoin donc de maîtriser un petit peu ces températures environnantes dans l'atelier. Donc après, donc l'atelier industriel, donc c'est un bâtiment un peu particulier, hein, donc déjà on est souvent sur des bâtiments donc plutôt à faible inertie, hein, avec des charpentes métalliques, bois, des bardages plutôt métalliques, des couvertures soit en bac acier ou en tôle fibro qu'on retrouve beaucoup. Donc on est souvent donc sur des bâtiments donc à très faible inertie. Donc la particularité d'un bâtiment à faible inertie, c'est que dès que vous avez un apport de chaleur, par exemple, ben, il va très vite monter en température. Il n'a pas d'inertie, donc de capacité en fait à absorber cette énergie pour limiter donc sa montée en température. Un autre aspect aussi, je dirais pas que c'est une généralité parce que je voudrais pas être médisant sur la qualité de votre parc immobilier, mais régulièrement on retrouve quand même des bâtiments qui sont relativement vétustes, avec des niveaux d'isolation qui sont très faibles, des niveaux d'étanchéité à l'air qui sont très faibles, et qui n'ont pas forcément eu l'attention dans les décennies passées de maintien, c'est de maintien en état ou voire des travaux de rénovation. Donc ça revient donc sur le troisième point. Donc du coup on décolle donc une faible performance énergétique avec des niveaux d'isolation faibles. Et l'autre aspect, c'est que pour optimiser vos capacités de production, souvent on a tendance à y installer un maximum donc d'outils de production au mètre carré pour permettre de produire à cadence suffisante, qui forcément ces équipements qui vont générer souvent des apports internes qui vont faire monter en température les ateliers en été. Donc, si on parle un petit peu sur la slide suivante, s'il te plaît, Camille, de l'approche donc thermique d'hiver. Donc, la démarche un peu à adopter que donc on conseille donc à nos clients, c'est donc tout d'abord, c'est de réduire au maximum les besoins. Une fois qu'on a fait cette première démarche, c'est de chercher donc à valoriser la chaleur déjà que vous avez à disposition sur votre site. Donc, on va souvent parler de chaleur fatale. Ensuite, donc, chauffer, mais chauffer à minima, donc en fonction de la zone et du niveau de température de l'occupation, pardon, niveau d'occupation des bâtiments. Et en dernier lieu, il peut se poser la question, voilà, d'intégrer donc des énergies renouvelables pour ce besoin de chauffage. Donc, en premier lieu, donc, pour la réduction des besoins, donc ce qu'on va chercher à regarder, c'est les différents postes de déperdition d'un bâtiment. Donc, ce qu'on appelle déperdition dans notre jargon, en gros, c'est l'énergie donc à l'intérieur du bâtiment qui va s'échapper vers l'extérieur. Donc, en gros, il y a deux familles dans ces déperditions. Donc, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les déperditions statiques, donc par les parois. Donc, tout ce qui va être sol, mur, toiture, menuiserie, où vous allez avoir des déperditions donc de chaleur.
mais également donc par renouvellement d'air ou infiltration d'air. Donc c'est tout ce qui est les débits d'extraction quand c'est quelque chose de maîtrisé, donc on va venir ventiler, extraire de l'air de l'atelier, mais aussi tout ce qui est intempestif, donc c'est les défauts d'étanchéité du bâtiment, des courants d'air, des ouvertures de portes, qui vont faire on va générer donc un débit d'air non maîtrisé dans le bâtiment. Donc la particularité d'un bâtiment industriel, c'est que généralement les deux postes prépondérants donc de déperdition sur un bâtiment, donc c'est la toiture et le renouvellement d'air. Le renouvellement d'air, donc soit parce que le bâtiment est vétuste, soit on a beaucoup d'ouvertures de portes, etc., avec des infiltrations, soit on a des surfaces donc, de la toiture qui est souvent très peu isolée. Et du fait de la géothermie d'un bâtiment industriel, quand on fait de la ratio surface mur, surface toiture, vous voyez bien que c'est souvent la toiture qui a des surfaces déperlitives les plus importantes. Donc, pour réduire donc, les déperditions pour les parois, bah là, il n'y a vraiment pas de secret, hein. C'est l'isolation, que ce soit en intérieur, en extérieur. Traiter des toitures, souvent, ça peut être assez coûteux, notamment quand on a les sujets d'amiante. Il y a aussi d'autres contraintes, comme par exemple les équipements que vous pouvez avoir en toiture, des climatiseurs, des centrales d'air, des cheminées, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui font que souvent, c'est pas forcément très simple d'intervenir sur ces parois-là. Il y a tout ce qui est menuiserie, bien entendu, hein, les portes, les fenêtres, mais également tout ce qui est translucide, skydome, qui souvent, en plus de la toiture, qui est un peu l'élément le plus faible du bâtiment, sont en fait le point le plus faible de l'élément le plus faible, quoi. Donc c'est vraiment un point d'attention qu'il faut regarder. Donc si on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Donc si on se concentre un petit peu sur les déperditions par renouvellement ou infiltration d'air qui vont quand même très souvent sur vos bâtiments représenter une grande majorité des pertes. Donc la première chose à faire, donc c'est assurer donc l'étanchéité du bâti. Donc je pense que vous voyez tous sur vos bâtiments quand vous avez des portes sectionnelles où on voit le jour sur le côté ou en partie basse, des bardages où voilà on sent bien les courants d'air qui passent. Donc ça c'est vraiment un premier point d'attention à faire. C'est pas très compliqué, ça un joint ou une réfection, une réparation, ça coûte pas très très cher. Et ça permet déjà de faire de belles économies. Après, c'est tout ce qui est gestion des flux. Par exemple, quand vous avez des quais, des ouvertures de portes, donc on voit beaucoup d'ateliers industriels, où en fait, même en plein hiver, quand le chauffage est allumé, bah, les portes elles restent grandes ouvertes. Voilà, donc c'est toutes ces gestions, que ce soit de la pédagogie pardon, auprès de vos opérateurs, ou plutôt donc de la gestion au quotidien, c'est important, voilà, justement de limiter ces flux d'air-là par ces dispositions-là. Un autre point, ça c'est vraiment très spécifique en fonction de l'activité. Quand on a des niveaux des extracteurs, donc on peut très vite avoir des débits d'extraction sur des bâtiments de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de mètres cubes heure qui sont mis en œuvre et dont la gestion est souvent un peu inexistante, c'est-à-dire que en gros ça tourne H24 en continu, qu'on ait de l'occupation ou pas, que les machines-outils ou le processeur en particulier est en fonctionnement ou pas. Donc déjà adapter donc le débit d'extraction vraiment aux besoins et en fonction de l'activité. Aussi une bonne piste d'économie. Gérer le flux d'air. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des portes sectionnelles qui restent ouvertes en longueur de journée. C'est aussi souvent parce qu'on a des extracteurs, souvent en toiture ou sur des machines-outils qui extraient en fait des débits d'air très importants. Mais il n'y a pas de gestion de la compensation, c'est-à-dire qu'on n'a pas généré une grille d'entrée d'air et donc du coup on laisse la porte ouverte.
de ce fait, on génère des courants d'air donc à travers le bâtiment qui peuvent générer donc de l'inconfort qui nous oblige à surchauffer. Alors que si on avait justement géré, amené donc de l'air neuf auprès des points d'extraction, là où on a besoin d'évacuer de l'air vicié, bon, on gagnerait en confort. Et donc, une fois qu'on a fait toute cette démarche-là, qu'on a cherché à limiter les infiltrations, qu'on a cherché à canaliser le débit d'air, bah, fatalement, vous avez quand même besoin de maintenir un certain débit d'air qui peut être relativement important en fonction du process. Donc là, on peut essayer de regarder comment récupérer donc de la chaleur donc sur cet air extrait avec des échangeurs, de la double flux. Euh, il y a différentes solutions techniques donc qui existent. Donc, une fois qu'on a fait cette démarche donc, de réduction de besoin, donc on va plutôt regarder donc, la partie valorisation de chaleur. Donc, la chance qu'on a en industrie, c'est que souvent, on a quand même des sources de chaleur fatale qui sont assez importantes sur les différents sites, que ce soit par exemple sur les chaudières, que ce soit eau chaude ou vapeur, on peut mettre en place des économiseurs, des condenseurs, valoriser des retours condensats. L'autre point très, très fréquent donc de récupération de chaleur fatale, c'est plutôt sur la production de froid. Donc, sur un cycle thermodynamique, quand on produit du froid, quand je caricature, par exemple, quand vous produisez 2 kW de froid, vous allez consommer 1 kW d'électricité et vous allez rejeter la somme de ces deux énergies aux petits oiseaux sur le côté chaud. Donc, vous avez 3 kW en fait qui est disponible, que vous pouvez valoriser. Par exemple, pour préchauffer des bâches, pour chauffer des ateliers, par exemple. Avec bah, voilà, la petite nuance, c'est que bah, souvent sur la production de froid, on a quand même des niveaux de température qui sont relativement faibles, donc on va aux alentours de 50 degrés. Autre point très fréquent, donc c'est les compresseurs, donc tout ce qui est air comprimé, où on a souvent donc des compresseurs qui sont refroidis à air, où on peut mettre en place de la récupération de chaleur, donc soit directement en canalisant donc les flux d'air, soit sur des refroidissements de carter d'huile, donc avec une boucle d'eau pour valoriser par ailleurs donc cette chaleur. Donc l'avantage des compresseurs, c'est que souvent on arrive à avoir des niveaux de température qui sont un peu plus élevés, on peut monter jusqu'à 70-75 degrés selon les typologies de machines, donc notamment pour faire du chauffage par exemple, ça peut être très intéressant. Et après, bah, c'est tous vos process. Ça, c'est vraiment spécifique à chaque site, à chaque activité, que ce soit sur des fours, des séchoirs, etc. On peut donc faire du refroidissement, souvent sur les flux de sortie pour récupérer un peu de chaleur. Donc, en mode de valorisation, bah, plusieurs approches. Soit bah, on peut valoriser ça directement, c'est-à-dire que vous avez une machine-outil qui valorise directement donc, dans l'ambiance. Ça peut être de l'indirect, comme je disais tout à l'heure, sur des boucles d'eau, sur de la récupération de froid, sur des compresseurs. Ou ça peut être donc nécessiter donc un cycle thermodynamique où par exemple vous allez par exemple récupérer de la chaleur à 50 degrés sur un groupe froid et vous avez besoin de 70 degrés, 80 degrés, ben, vous pouvez mettre en place donc des pompes à chaleur pour remonter les niveaux de température pour valoriser donc cette chaleur au niveau de température souhaité. Je te laisse passer au slide suivant. Et donc, une fois qu'on a fait toute cette démarche-là, donc la démarche vraiment de sobriété, donc de réduire les déperditions, de valoriser la chaleur qu'on a, bah, on va se poser la question donc du chauffage. Donc déjà, bien identifier quel est notre besoin. Est-ce que c'est du confort opérateur ou est-ce que c'est du process? Notamment le confort opérateur, par exemple, on va vraiment chercher à chauffer donc la zone d'occupation de l'opérateur, mais aussi en fonction de sa présence. Alors que quand vous avez un process, par exemple, qui va tourner en 3-8, 5 jours sur 7, bah, vous n'allez pas pouvoir faire des réduits de nuit, par exemple, quand l'opérateur n'est pas là, parce que vous avez besoin de maintenir vos niveaux de température dans l'atelier.
Quand c'est du confort donc d'opérateur, ça peut être plus intéressant de plutôt mettre en place des systèmes d'émission radiative qui vont plutôt chauffer, amener un confort sur une zone limitée, plutôt que d'avoir un système convectif, donc type centrale d'air, aérothermes, qui vont brasser des volumes d'air énormes pour chauffer un volume, alors qu'on cherche juste à amener donc du confort pour un opérateur sur une zone limitée. Après, bien sûr, donc tout ce qui est régulation de chauffage, donc réguler déjà la température, donc pas avoir un chauffage qui soit plutôt rien on-off. Régulation de température et en horaire forcément en fonction de l'occupation du besoin qu'on a évoqué tout à l'heure. Et une fois donc on a fait cette démarche-là, donc on réduit au maximum nos besoins de chauffage. On peut se poser la question sur d'intégration d'énergie renouvelable, sur de la biomasse, sur des pompes à chaleur, sur du solaire. Là, c'est vraiment en fonction des besoins de chaque site où une solution ou une autre peut être intéressante. Après, en termes de faisabilité, moins vous consommez, moins une solution d'ENR va être rentable. C'est-à-dire que la rentabilité d'une solution d'énergie renouvelable, elle se fait sur l'économie que vous faites au prix du kilowattheure. Bah, moins vous consommez de kilowattheure, moins ces solutions ont tendance à être rentables. Pour ça, c'est bien important de quand même de faire cette démarche donc de sobriété, réduire les besoins, valoriser la chaleur que vous avez et chauffer de façon efficiente. Donc voilà, ça c'était pour la partie donc thermique d'hiver. On va passer à la thermique d'été. Donc on va avoir une démarche qui va être un peu similaire avec quelques nuances, mais en tout cas la philosophie de la chose est exactement pareille, c'est-à-dire qu'on va chercher à réduire un maximum les besoins. Après, plutôt chercher à évacuer de façon naturelle les calories qui font que vous avez des problèmes de surchauffe. Et puis après, on peut toujours se poser la question sur les systèmes de rafraîchissement ou de climatisation. Donc, ce qu'on rappelle, donc capter à la source, réduire les apports. Donc, pour la captation, le free cooling, et puis après, donc la climatisation, rafraîchissement. Merci, Camille. Donc la captation à la source, donc ce qui est déjà important, c'est que dans vos ateliers, c'est que vous identifiez donc les postes d'apport interne. Alors souvent, quand on fait cette démarche-là, les services de maintenance ils disent, bah voilà, là j'ai un moteur, je sais pas, il fait 50 kW et à côté j'ai une étuve qui fait 10 kW. Bah, peut-être que dans son esprit, il va se dire, bah, celui qui a la plus grosse puissance installée va générer le plus d'apport, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'en fonction euh, de l'efficience du process, bah, vous allez plus ou moins dégager donc de, d'énergie donc dans l'ambiance. Donc souvent on procède plutôt par deux approches. C'est de la thermographie pour identifier les points chauds et puis après donc faire des mesures donc de consommation électrique parce que c'est pas forcément l'outil qui a la plus grosse puissance installée qui va consommer le plus en fonction de son temps de fonctionnement, son efficacité. Donc ça déjà, ça permet d'identifier donc les postes d'apport interne et de les hiérarchiser en fonction de leur importance dans l'inconfort que ça peut générer dans un atelier. Donc après quelques exemples, hein, donc par exemple, vous allez avoir des transformateurs de courant que vous pourrez avoir sur des machines spécifiques qui ont des rendements de l'ordre de l'ordre de 95%. Donc vous avez 5% en fait qui part dans l'ambiance et ce qui peut donc générer, c'est ce qu'on voit sur la petite photo de droite par exemple, hein, c'est une thermographie sur un transformateur. Ça peut être tout ce qui est machine frigorifique où on peut retrouver dans certains process, peut-être de traitement de surface par exemple, des petites machines frigo qui viennent refroidir un fluide qui fait partie d'un process et qui rejette dans l'ambiance donc la chaleur générée par ce système de refroidissement. Donc ça venait que empirer un fil de confort. Donc l'idée par exemple c'est d'aller canaliser ça
et d'amener ça directement dehors plutôt que de le rejeter dans l'ambiance. Hein, ça peut être aussi tout ce qui est motorisation électrique, après tout ce qui est spécifique sur des étuves, des fours et tout, etc. On va venir chercher à canaliser et évacuer donc à l'extérieur, donc soit par un débit d'air ou un débit d'eau. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de ce que je disais, hein. Donc aller chercher donc la source la plus importante est d'évacuer l'extérieur directement depuis la machine plutôt que dans l'ambiance de l'atelier. Alors sur le prochain slide, donc une fois qu'on a regardé tout ce qui est apport interne, process, on peut aussi regarder tout ce qui est éclairage. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Monsieur Guillet. Donc notamment tout ce qui est éclairage, donc l'efficacité d'un éclairage LED par rapport à des tubes néons classiques, voire des lampes à iodure. Il n'y a pas photo, hein. L'économie d'énergie, de consommation, le delta, en fait, c'est de la chaleur qui rentre dans votre atelier. Et après, donc c'est aussi tout ce qui est apport externe, donc notamment tout ce qui est apport solaire par les translucides, par les menuiseries qui vont faire que en plein été, on va avoir donc des surchauffes. Hein, donc ça, on peut le gérer pardon, par des masques, des occultations. Hein, et après, tout ce qui est traitement des parois opaques, on en a parlé tout à l'heure aussi. On peut limiter les apports avec les dispositifs de peinture notamment. Une fois qu'on a fait donc cette démarche donc de réduction d'apport, donc on va regarder plutôt le free cooling. Donc le free cooling, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller venir brasser en fait un débit d'air assez important pour amener donc soit une sensation de confort de l'occupant, soit d'amener de l'air frais quand en fait la température extérieure est plus faible que la température intérieure. Hein. Donc on va plutôt, par exemple la nuit, quand la température ambiante extérieure est baisse, elle est donc plus basse par rapport à l'intérieur de votre atelier, de venir brasser des gros volumes d'air pour venir rafraîchir donc les bâtiments. Et après, on peut aussi faire cette ventilation donc en journée, en faisant toujours bien attention de l'écart de température intérieure-extérieure. Mais bon, même à température identique, le fait de générer un flux d'air va très vite amener une sensation de confort en fait pour un opérateur, où notamment il va avoir donc l'échange convectif en fait du corps humain qui va faire qu'il va pouvoir évacuer plus de chaleur et amener donc une sensation donc de fraîcheur. Donc voilà, puis en dernier recours, on peut toujours envisager des solutions de climatisation, mais c'est la même morale qu'on a vue tout à l'heure sur le chauffage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher à réduire les besoins avant d'aller chercher ce type de solution. Pour finir sur cette petite présentation, donc il y a quelques exemples de solutions hein, qui peuvent être assez faciles à mettre en œuvre pour limiter donc les surchauffes ou justement apporter de la chaleur donc l'hiver quand vous avez besoin de chauffage. Hein, donc notamment sur tout ce qui est extraction d'air, donc on peut mettre en place tout ce qui est ventilation double flux que vous voyez sur la petite photo en haut à gauche. Donc vous avez une centrale donc de ventilation double flux. Surtout ce qui est compresseur d'air, donc la photo du milieu en haut, donc en fait on a, c'est pas un compresseur tout jeune, hein, mais en fait des compresseurs d'air, s'ils n'ont pas de récupération de chaleur existante, ils ont quand même des gaines, ils sont refroidis par flux d'air, donc ce flux d'air, on peut le canaliser et donc l'introduire dans un atelier, donc là on est sur des solutions qui sont très 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 simples, hein, donc toujours prévoir quand même un système de bypass pour en été, pour canaliser ce flux plutôt vers l'extérieur pour éviter de surchauffer un atelier. Une solution intéressante et qu'on voit de plus en plus arriver sur le marché, donc c'est des solutions donc de rafraîchissement donc adiabatique. Hein, donc on voit une installation sur la photo en haut à droite.
Le principe donc, du rafraîchissement adiabatique, c'est-à-dire qu'on va chercher à humidifier le flux d'air entrant dans l'atelier pour générer donc une sensation donc de fraîcheur dans l'atelier. Donc c'est ce qui permet d'abaisser donc les températures sans avoir recours à comment dire une machine frigorifique. Après, ça peut être des solutions donc de création de sas quand on a des flux d'air, des débits d'air en fait qui sont intempestives, que ce soit sur des quais ou autour de postes de travail. Créer des sas pour éviter donc que la chaleur rentre ou la chaleur s'échappe en fonction de la saison. Ça peut générer donc du confort tout de suite aux opérateurs. Des protections solaires, hein, donc on a parlé tout à l'heure de peinture, ça peut être des masques, ça peut être des occultations ponctuelles qu'on vient mettre, que ce soit sur les translucides ou skydome en toiture, ou sur les menuiseries donc en façade en fonction donc de l'exposition. Après, bon, qu'on a vu sur les exemples tout à l'heure donc de chaufferie bois ou de peinture anti-chaleur qui ont été présentés tout à l'heure. Donc après, c'est vrai que pour résumer un petit peu le sujet, on est sur une démarche en fait très simple, hein, comme on dit souvent chez nous en thermique et en énergie. Depuis Carnot, on n'a pas inventé grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est plutôt du bon sens et de pas dégainer tout de suite l'artillerie lourde hein, en chauffage ou en climatisation. Travailler sur l'enveloppe, sur les apports, sur les déperditions avant d'aller chercher des solutions donc de chauffage ou de climatisation. Donc voilà pour la petite présentation. Merci beaucoup. Merci, c'était intéressant d'avoir des exemples en plus. Et puis, comme vous dites, des éléments qui sont parfois du bon sens, mais ça mérite de les rappeler et de les voir tous en même temps formalisés. Je trouve ça intéressant. On n'a pas de questions pour le moment. On a un peu dépassé le temps, donc je vais faire très rapide. Je vais mettre le contact. De toute façon, on va vous envoyer. Là, il y a les contacts des différents intervenants. Donc, si vous avez je vais vous envoyer la présentation. Si vous avez des questions ou autres, vous pourrez, je pense, les contacter en direct. Voilà, et puis moi je voulais juste terminer sur la CCI, comment on peut vous accompagner aussi sur des pré-diagnostics énergie. Donc on propose pour ceux que ça intéresse, de faire le point sur vos consommations énergétiques, l'analyse de vos factures, et puis justement identifier les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place et des actions un peu plus poussées si vous le souhaitez. Donc, on a des accompagnements aussi spécifiques sur l'énergie en fonction de votre projet. Et puis, on a des accompagnements sur la démarche RSE. C'est les principaux points d'accompagnement qu'on fait à la CCI Morbihan. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des besoins ou des questions par rapport à ça. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir participé. Je regarde, il n'y a toujours pas de questions. J'en vois pas. Donc c'est que vous avez été très clair, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de fin, Monsieur Asquette, Monsieur Dehouille et Monsieur Guéret. Moi, je vais peut-être commencer. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser par mail. On peut se rencontrer sur site pour faire des études et revaloriser, voir s'il y a des priorités, par exemple, sur certains bâtiments qui sont, je dirais, plus indiqués, notamment par leur consommation ou par les process qui se situent en dessous du bâtiment. Donc, je me tiens à votre disposition pour me déplacer sur le secteur. Pour ma part, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que s'il y a des gens qui veulent venir visiter un peu l'installation pour voir comment, de visu, comment c'est fait avec toutes les
toutes les parties soufflantes, la place que ça prend, et discuter un peu, qui me contacte, il n'y a pas de souci pour accueillir qui que ce soit. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants. Bonne journée. Je vous envoie le webinaire est enregistré, donc vous aurez le lien de l'enregistrement, et puis je vous envoie la présentation là, à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, ça va.